Bonjour et félicitations tout d'abord aux organisateurs de ce colloque. Ça doit être le premier colloque confiné de l'histoire de l'université et je pense que c'est vraiment une très bonne initiative. Alors, je vais intervenir sur ce thème du Covid-19 et des collectivités territoriales. En effet, la crise sanitaire qui résulte de l'épidémie de Covid-19 place les collectivités en première ligne. Dans les médias, on le voit bien, le rôle des collectivités apparaît clairement et pas seulement uniquement en ce qui concerne l'organisation des 2 tours de scrutin, des élections municipales ou en ce qui concerne les arrêtés couvre-feu qui ont été pris ça et là. Tous les niveaux de collectivités décentralisées se trouvent mobilisés au quotidien pour faire face à la crise et répondre aux attentes des populations. Régions, départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale ont en effet été contraints de réagir en urgence aux mesures prises au niveau national. En fermant des guichets d'accès au public, en réduisant un certain nombre de prestations, cantines scolaires, activités sportives, périscolaires, en maintenant des services essentiels à la vie collective aussi, l'eau, l'assainissement, le ramassage, le traitement des déchets, l'action sociale de proximité. Mais d'autres compétences des collectivités doivent également être mobilisées sur le plus long terme. C'est le cas par exemple en matière de développement économique, où une intervention coordonnée des collectivités est essentielle pour accompagner au mieux les entreprises et les acteurs économiques dans la difficulté. Réquisition de personnel, de locaux, accueil de personnes sans domicile, prévention des violences conjugales ou familiales, mise en place de plateformes d'entraide, installation chaotique et finalement repousser des nouveaux conseils municipaux élus dès le premier tour, fonctionnement des instances intercommunales de manière transitoire dans l'attente du second tour, autant de questions juridiques posées par la crise du Covid-19 aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Donc cette contribution se propose de ne pas se focaliser sur la face la plus visible de l'iceberg, donc à savoir l'exercice par exemple combiné entre préfets et maires de leur pouvoir de police, ou la question des élections municipales, mais plutôt d'élargir le propos sur l'exercice des compétences et sur l'articulation entre les différents niveaux d'administration territoriale. À la lecture de la loi du 23 mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, à la lecture aussi des 26 ordonnances prises en Conseil des ministres le 25 mars 2020, une certitude s'impose. Le service public local et les collectivités territoriales adaptent en effet leur fonctionnement à l'évolution du virus, à la progression du virus, au croisement du droit des collectivités territoriales, du droit administratif, du droit de la fonction publique, du droit public économique. Les grandes lois du service public se trouvent ainsi au cœur de la problématique. Continuité, bien sûr, mais aussi égalité et mutabilité. C'est chaque élément de ce triptyque que nous vous proposons d'analyser ensemble. Premier élément donc, la continuité. Comment fonctionner, comment continuer à fonctionner en dépit de la progression du virus. Presque invisible en temps normal en fait, la continuité du service public, voici la première des exigences d'un état de droit et des administrés en période de crise. En droit, cela passe par des outils classiques et bien connus, la réquisition par exemple, la réquisition du personnel ou la réquisition de biens, mais aussi par de nouvelles facilités offertes par la loi dite Covid-19. Les collectivités sont, là encore, en première ligne, en tant qu'employeur d'abord. L'employeur, privé comme public, peut désormais, via un accord d'entreprise ou de branche dans le secteur privé, mais peut désormais imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables. Il est également permis à l'employeur, qu'il soit public ou privé, d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus, par exemple, et de déroger aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation classiques. Enfin, les autorités compétentes peuvent modifier les modalités de déroulement des concours ou examens d'accès à la fonction publique pour garantir la continuité de leur mise en œuvre dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La collectivité n'est pas qu'un employeur, la collectivité est aussi une assemblée politique, en tout cas elle est dirigée par une assemblée politique. Et cela nous renvoie toujours en matière de continuité à la question des élections municipales. On le sait, dimanche 22 mars, députés et sénateurs se sont mis d'accord sur une version commune du projet de loi d'urgence Covid-19, avant de le voter définitivement dès dimanche. Les parlementaires ont ainsi voté un important volet lié au report du second tour des élections municipales, le jour même où ce deuxième tour devait initialement se tenir.
Désormais, le deuxième tour de scrutin se tiendra au plus tard en juin 2020, probablement dans la deuxième quinzaine du mois. C'est le 21 juin qui est la date le plus souvent évoquée. Mais on attendra auparavant l'aval du comité de scientifiques qui se prononcera sur l'état de l'épidémie. Le texte confirme par ailleurs que les résultats du premier tour sont sanctuarisés, tant pour les conseils municipaux élus de manière complète dès le 15 mars que pour fixer les listes qualifiées pour le deuxième tour là où il est nécessaire, avec une possibilité de déposer les listes jusqu'au mardi 2 juin. Enfin, au niveau des intercommunalités, les mandats, les délégations des élus municipaux et communautaires sortants sont prorogés jusqu'à la fin de la période de gel des mandats liés à la crise sanitaire du Covid-19. Là aussi, une date sera fixée par décret au plus tard en juin, en fonction de l'avis du conseil scientifique. Ça, c'est vrai pour le principe de continuité. Il y a un deuxième principe en matière de service public, un principe essentiel qui est le principe d'égalité. Et là, pour le coup, les collectivités sont invitées à combattre l'injustice, les injustices nées du virus ou les injustices qui existaient préalablement à la survenance de ce virus. C'est un des fondements du droit public en général, c'est un des fondements du service public en particulier, qu'il soit local ou national, ce principe d'égalité. Et ce principe, il apparaît encore plus saillant en période de crise. Les inégalités face à la crise apparaissent comme particulièrement intolérables, bien qu'elles soient malheureusement réelles. Les collectivités se trouvent là encore en première ligne. Alors, que ce soit pour informer la population, que ce soit pour assurer le portage de repas à domicile aux personnes les plus vulnérables, ou que ce soit par exemple en matière d'action sociale. En matière d'action sociale, justement, c'est vrai à l'égard du personnel de la collectivité. La suppression du jour de carence pendant la durée de la crise sanitaire était réclamée par les représentants syndicaux. Cette suppression a été obtenue, validée par le gouvernement le week-end dernier. L'article 6 de la loi du 23 mars 2020 précise que toutes les prestations et le maintien du traitement de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé sont versés ou garantis dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail au congé et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'action sociale, ce n'est pas que à l'égard du personnel des collectivités, c'est aussi l'action sociale à l'égard des plus précaires. Et pour que les plus précaires ne subissent pas les effets de la crise sanitaire sur leurs revenus, eh bien, cette loi, dans son article 7, concerne directement les départements, puisqu'elle prévoit la poursuite du versement des minima sociaux, revenus de solidarité active, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation de solidarité spécifique. Dans le domaine social toujours, le texte prévoit le maintien des jeunes majeurs dans le giron de l'aide sociale à l'enfance, qui est une compétence des départements, jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Une ordonnance du 25 mars 2020 est également intervenue, relative au prolongement de la trêve hivernale du 31 mars au 31 mai, pour éviter les expulsions locatives. Une ordonnance est également intervenue en matière de prolongation des droits sociaux, pour les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de pauvreté. Enfin, troisième principe, peut-être moins connu, moins clairement identifié, en tout cas par nos étudiants et par les administrés eux-mêmes, c'est le principe de mutabilité. Comment faire en sorte que le service public local et les collectivités locales continuent d'évoluer, s'adaptent, comme le virus d'ailleurs, finalement, à cette période de crise. Et c'est cette nécessité de s'adapter en permanence qui revêt en ces moments-là un sens tout particulier. Alors là aussi, plusieurs éléments en témoignent. En matière de finances locales, par exemple. Du côté des finances locales, les conseils municipaux auront, de manière exceptionnelle, jusqu'au 31 juillet 2020, au lieu du 15 août du 30 avril, pour adopter leur budget. Et l'autre changement majeur en matière de finances locales vient d'un amendement gouvernemental qui a été adopté au Sénat. Il permet de suspendre la limitation à 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement pour l'année 2020, limitation qui était inscrite dans le pacte financier conclu entre l'État et 322 grandes collectivités. Par ailleurs aussi, les dépenses pour le coronavirus, comme par exemple l'effort des régions pour 250 millions d'euros. Les régions ont abondé le fonds de soutien pour les artisans, commerçants et petites entreprises. Eh bien, ces dépenses ne seront pas comptabilisées dans la contractualisation. C'est vrai aussi en matière de commande publique, ce principe d'adaptabilité ou de mutabilité.
Là aussi, le gouvernement a été habilité à prendre des ordonnances qui vont adapter les règles de passation, de délai de paiement, d'exécution, de résiliation en la matière. Et concrètement, lorsqu'on lit l'ordonnance concernée, cela veut dire que les acheteurs vont pouvoir, dans cette période de crise sanitaire, lorsqu'une entreprise titulaire d'un marché public est empêchée de réaliser les prestations auxquelles elle s'est engagée, eh bien, vont pouvoir faire réaliser ces prestations par d'autres entreprises sans pour autant que cela constitue une faute contractuelle. L'ordonnance du 25 mars 2020 a adapté de manière plus générale les règles de passation et contient d'autres mesures en matière d'aménagement des modalités de mise en concurrence ou de prolongation des contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire, par exemple. En matière d'aide aux entreprises aussi, le droit se veut innovant ici. Une ordonnance, encore une des 26 ordonnances du 25 mars 2020, crée un fonds de solidarité à destination des entreprises. Et les régions peuvent, je l'ai dit tout à l'heure, abonder et sont en train d'abonder ce fonds de solidarité. Enfin, cette question de la mutabilité, on la retrouve en matière d'ordre public sanitaire notamment. C'est à travers la question du couvre-feu et des concours de pouvoir de police. Alors, la loi Covid-19, elle donne la possibilité déjà aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de contrôler, de verbaliser les infractions relatives aux mesures de confinement qui sont entrées en vigueur mardi 17 mars. Cette loi, elle durcit aussi les sanctions appliquées en cas de non-respect. Mais au-delà de cette disposition, des interrogations se posent sur les concours des autorités de police, notamment sur la légalité des interdictions circonstanciées localement, par exemple la fermeture de plage, l'interdiction de pratiques sportives ou de sorties en montagne. Ces différentes interdictions rappellent que les préfets et les maires constituent des acteurs majeurs dans la gestion des situations de crise. En période de crise sanitaire comme aujourd'hui, le préfet tire son pouvoir de police principalement du Code de la santé publique, de l'article L 1311-1 notamment, et suivant du Code de la santé publique. Et c'est à lui d'intervenir. C'est un pouvoir de police spécial. Bien sûr, ce pouvoir de police spécial n'empêche pas les maires d'utiliser leur pouvoir de police générale, notamment en présence d'un péril grave et imminent, pour assurer la protection des habitants de la commune. Mais ce pouvoir de police générale relève ici plutôt du Code général des collectivités territoriales, du fameux article L 2212-2 du CGCT. Alors, comment combiner ces différentes mesures? On retrouve des jurisprudences traditionnelles en la matière, que ce soit l'arrêt Benjamin sur la proportionnalité, mais surtout l'arrêt de commune de Néris-les-Bains du Conseil d'État de 1902 sur la possibilité d'avoir des mesures de police plus restrictives localement que celles qui sont érigées au niveau national ou au niveau, par exemple, départemental par le préfet. Et il y a toujours aussi cette notion de danger grave et imminent qui permet aux maires d'intervenir. La légalité, pour autant, des arrêtés dits couvre-feu pris dans un certain nombre de communes, notamment dans le sud de la France, ne lasse pas d'interroger. On peut se demander effectivement ce qu'il adviendra en la matière de ces arrêtés, si le contrôle de légalité s'existe à leur encontre. La multiplication de ces arrêtés pose en effet des problèmes. Ils sont manifestement illégaux au titre de la police sanitaire, puisque celle-ci relève des préfets, et d'ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes a bien compris cette difficulté, a mis tout le monde d'accord en instaurant lui-même ce couvre-feu, entre guillemets, de 22h à 5h du matin. Pour conclure, et vous voyez qu'il faut aller très vite, donc c'est assez difficile, pour conclure, une fois de plus, les grandes lois du service public, les fameuses lois de Roland, démontrent toute leur pertinence, même face à une crise d'une telle ampleur. Elles mettent en évidence l'importance des services publics locaux et le rapport toujours complexe entre l'État et les collectivités territoriales. Si les secondes ont besoin du premier pour exister, le premier a plus que jamais besoin des secondes pour fonctionner. Par ailleurs, cette analyse fait apparaître deux acteurs essentiels face à la crise. L'État, à travers les décisions gouvernementales et ses représentants dans les départements, les préfets, et les communes, à travers les maires et les services municipaux. Cela ne signifie pas que les autres niveaux de collectivité, je pense aux EPCI, aux départements et aux régions, sont en reste, mais simplement qu'ils sont moins directement exposés.
Certes, ils sont tout autant concernés par la loi Covid-19 et par les ordonnances du 25 mars, mais leurs interventions sont moins directes et peut-être aussi moins immédiates. C'est dans la durée que leurs compétences seront mises à profit pour gérer la sortie de crise. En attendant, un seul mot d'ordre, restez chez vous.